Donc, euh, je m'appelle Sun, je suis développeur, je travaille chez Red Hat et je travaille sur un projet qui s'appelle Eclipse et également sur la version Red Hat qui est Code Ready Workspaces. Et ce que je fais de temps en temps aussi en ce moment, c'est que je tweete pas mal. Donc tous les jours, je tweete des vidéos avec le hashtag Chejoy. Ce sont des vidéos sur de maximum 1 minute sur Che qui montrent des fonctionnalités ou des trucs super sympas dans Che. Sinon, à côté de ça, je suis Jug Leader à Paris. J'essaie de faire en sorte de ramener les meilleurs speakers à Paris et puis d'organiser tout ça pour faire des super conférences donc à Paris, donc tous les deuxièmes mardis du mois pour ceux qui passent à Paris hors période Covid évidemment. Sinon pendant mon temps libre je fais aussi de la bière et puis vous pouvez me suivre sur Twitter avec __Synix_. Alors juste avant je vais juste vous parler d'un petit événement. Et donc, je vais vous partager un petit lien. C'est un événement qui est organisé par Red Hat. Je crois que c'est la semaine prochaine. Donc, ce sera une petite 2-3 heures, je crois, sur du cloud native pour les développeurs. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Je vous ai copié le lien sur le chat. Allez, on commence. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que Eclipse Che? Alors, je sais pas s'il y en a qui de vous en ont entendu parler ou pas. Donc, d'habitude, j'ai des gens qui me répondent en vrai, mais là, je vais voir si sur le chat il y a quelque chose. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, Eclipse Che, ce n'est pas Eclipse, l'IDE Eclipse. C'est un projet IDE, effectivement, mais qui est hébergé par la fondation Eclipse, tout comme l'IDE Eclipse Desktop que vous connaissez, enfin l'IDE Java. Mais c'est un projet qui est complètement indépendant, même si on réutilise les briques qui sont des briques qui sont similaires. Oui, donc et ce n'est pas non plus juste l'IDE Eclipse Java avec juste un front-end. On est vraiment sur deux projets séparés. Eclipse Che, qu'est-ce que c'est? C'est un IDE Cloud. Et ce qu'on dit, c'est que première chose, on va utiliser les outils que sont Kubernetes pour fournir la meilleure expérience IDE. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on va également utiliser Kubernetes pour vous simplifier le code d'application cloud native. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, voilà. Donc, rien de mieux qu'une petite démo pour commencer. Alors, je vais juste sortir du mode présentation. Et vous montrer la démo. Alors, voilà la démo. C'est un projet GitHub. Alors, il faut que vous imaginiez que vous commencez vous êtes assigné à un nouveau projet dans votre boîte, donc avec une nouvelle équipe et tout. Et puis, on vous demande de travailler sur ce projet-là. Alors, moi, je suis votre tech lead et je vais vous présenter un peu l'application. L'application, elle se présente de cette manière-là. Donc, il y a une base de données Mongo, un back-end Quarkus et un front-end en Node.js avec React. Ok. Et si je clique dessus,
j'ai accès au front-end et je peux rentrer des posts. Donc, c'est un outil pour rentrer des posts. Donc, par exemple, je vais mettre Hello Nantes. Tout ça Nantes, j'imagine. Ou pas. Ouais. Et donc, ça va passer par le back-end et ensuite stocker ça dans la base de données Mongo. Et voilà. Donc, Hello Nantes. Est-ce que vous avez bien vu? Oui, je pense que oui. Et donc là, on se demande de travailler sur une nouvelle fonctionnalité. En fait, peut-être sur deux. Alors déjà, la première fonctionnalité qu'on nous demande de bosser, sur laquelle on nous demande de travailler, c'est de mettre les titres en majuscules. Alors c'était vraiment juste pour la démo. J'ai essayé de trouver un exemple simple. Et puis, alors peut-être que la deuxième fonctionnalité, ce sera d'essayer de réparer ce bouton delete là, parce qu'en fait, il ne marche pas. Ouais. En fait, il ne supprime pas. Et donc, combien de temps vous pensez, alors j'en reviens, vous me répondez sur le chat, combien de temps vous pensez que cela va vous prendre pour faire le setup de votre machine là, avec tout ce qu'il faut donc pour bosser, donc incluant Git éventuellement, ou Maven, ou NPM, ou Yarn, ou même la base de données Mongo, votre environnement de développement, que ce soit VS Code ou IntelliJ. Combien de temps vous pensez que ça va vous prendre pour commencer à travailler dessus? Bah, moi, en tout cas, je ne vois pas de réponse en chat, mais moi, je pense que ça prendrait à peu près, je sais pas moi, une bonne demi-journée, voire même une journée. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a la base de données Mongo, là, il faut quand même que je puisse lancer toute l'application dans mon poste. Et ensuite que je mette en place l'environnement de développement. Et en plus, moi, je suis développeur Java, je suis pas développeur React, TypeScript. Et donc, je sais pas trop ce qu'il faut installer là pour la partie Node.js et tout. Donc, ça va être un peu compliqué pour moi, en tout cas. Mais heureusement, moi, je suis votre tech lead et je vous ai fourni un tout petit lien là qui va vous démarrer tout l'environnement de développement et tout le runtime en quelques secondes. Donc là, je vais cliquer dessus. Ça va me demander de me loguer. Et puis, ça va générer l'environnement un peu à la demande. Alors, qu'est-ce que ça fait derrière tout ça? Alors, le temps que ça démarre, je vais retourner sur les slides. Bah, derrière, ça utilise un fichier qui s'appelle le devfile. Alors, je vais retourner sur le fichier GitHub de tout à l'heure. Car vous l'avez pas vu, mais dans le projet, il y a un fichier devfile YAML qui est donc un fichier qui décrit tout le projet. Donc les sources à cloner, et puis plein de composants que je vais vous montrer l'utilité tout à l'heure. On y retrouve par exemple la base de données Mongo, et puis des plugins comme le plugin Java Corpus, mais également des commandes préenregistrées pour par exemple démarrer le back-end en mode dev, ou bien pour faire le build native, ou bien pour le debug, et bien sûr, alors moi qui suis pas trop Node.js, les commandes qu'il faut pour démarrer le node front-end. OK. Et donc, si je reviens sur la présentation, on utilise donc le devfile qui contient donc toutes ces informations-là. Et ça va vous permettre de générer donc des environnements à la demande, juste pour vous. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas pour l'instant?
Dites-moi si tout va bien. Alors voilà, donc il a démarré, il m'a fini d'importer le fichier, enfin le projet, pardon. Et ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser la commande palette, c'est que je vais ouvrir le fichier que je dois modifier pour mettre les titres en majuscules. Donc c'est post.java. J'avais déjà regardé un peu le code avant. Et je pense que là, il faudra que je fasse un to uppercase ici. OK. Mais avant de faire ça, je vais peut-être démarrer l'application. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, sur le dev file, j'avais préconfiguré des commandes. Et toutes ces commandes, elles sont présentes sur le panel d'à côté. Et par exemple, là, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir, par exemple, démarrer le backend Quarkus en dev mode. Donc, j'ai pas besoin de connaître Quarkus ou rien du tout, j'ai juste à cliquer et ça va démarrer le backend Quarkus en dev mode. Alors, dev mode, ça signifie que le port de debug est ouvert et que vous avez également le rechargement à chaud des modifications. Donc, une fois que c'est démarré, il va détecter qu'il y a un port qui est ouvert, donc c'est le port 8080, et il va me l'exposer pour que je puisse y accéder. Je peux par exemple ouvrir le lien et donc accéder à cette application Quarkus. Donc, sur la page d'accueil, j'ai mis juste un petit iframe pour afficher le service REST de poste. Donc, ça va afficher les postes qu'il y a dans la base de données. Mais là, il y a rien du tout. Sachant que là, il se connecte à la base de données qui est aussi dans mon workspace. Donc, vous voyez ici, il y a Mongo. Et là, j'ai un conteneur qui est donc Quarkus Backend Dev. Mais bon, là, j'aimerais bien, pour tester, rajouter des éléments. Alors, peut-être que le plus simple, ce sera aussi de lancer le front-end. Hein. Vous êtes d'accord? Alors, je vais lancer le front-end Node.js, là. Donc, j'ai une commande pour ça. Et donc, ça a bien démarré. Je peux même ouvrir le lien. Et je vais commencer à faire des modifications. Enfin, il n'a pas complètement démarré. Voilà, il a démarré. Ok, je peux aussi l'ouvrir dans un onglet si je veux. C'est la même chose. Mais je vais juste le faire là. Je vais rajouter Hello World. OK. Et donc, le but, c'est de mettre les titres en majuscules. OK. Donc, je reviens sur mon post Java là. Et puis, comme prévu, je vais mettre le titre en majuscule. Alors, comme j'avais activé le plugin Java, il a la complétion de code en Java. Donc, je peux faire to uppercase. Et grâce au dev mode de Quarkus, j'ai juste à rafraîchir la page et j'ai le titre en majuscule. C'est cool. Et là, on applaudit. Ah. Ce que je voulais montrer aussi, c'est le debug, car je vous avais rapidement montré que j'avais défini le debug dans le dev file également. Et donc, le debug, du coup, comme il est déjà tout préconfiguré, j'ai juste à cliquer sur debug. Alors, je vais cliquer sur debug. Il va se mettre en mode debug. Donc, vous voyez, il est tout orange. Et puis, par exemple, je vais mettre un breakpoint sur getContent. Hop. Et puis, donc, si je rafraîchis, normalement, il devrait s'arrêter sur le breakpoint.
Et là, il s'arrête sur le breakpoint. Et je peux, par exemple, faire du rechargement à chaud. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que ça marche, que toutes les fonctionnalités de base marchent super bien et que je n'ai rien eu à configurer. Et donc voilà, donc j'ai modifié à chaud la valeur du contenu, donc, et ça a remplacé avec Nantes. Je peux faire ça du coup aussi avec le front-end, le front-end React là. Alors je suis très nul en Node.js, donc je crois que c'est ça. Par exemple, je vais modifier le titre, par exemple. Je vais mettre, au lieu de mettre title, je vais mettre titre. En France. Ah, j'ai oublié de désactiver le debug. Donc, je vais remettre en mode debug, faire continuer, et puis surtout l'arrêter. Donc, je peux modifier le titre. Donc, le titre en français. Voilà, donc, ça modifie le titre en français avec le live reload de React.js. Bon, c'est cool, hein. Bien sûr, là, ce que j'ai fait également dans ce workspace, c'est que j'ai rajouté des petits conteneurs. Donc, c'est défini dans le dev file, hein, bien sûr. Donc ça, c'est un conteneur à moi où j'ai rajouté les outils que j'aime utiliser, comme par exemple Tig. Alors, je vais faire juste all pour avoir la vue Tig en mode console. Mais il y a aussi tous les plugins qui sont en fait des plugins VS Code, comme par exemple le plugin Git de VS Code. Donc c'est exactement le même. Je peux passer par là et puis voir les différences. Et puis j'ai également le plugin Kubernetes, c'est OpenShift. D'ailleurs que je vais vous montrer. Donc il faut juste que je me connecte au cluster de tout à l'heure que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce cluster-là, où tourne l'application en live. Et que je me connecte dessus. Donc là, en fait, on a l'application. Enfin, on a les plugins OpenShift et Kubernetes qui viennent en fait de VS Code. OK. Et je peux par exemple me mettre sur le bon projet. Alors le projet de tout à l'heure, c'est Post-it App Native. Je peux faire Use Project. Et puis par exemple afficher les pods workload. Alors est-ce que j'ai des questions? Non, j'ai toujours pas de questions. Alors, et puis je peux très bien regarder mes deployment config. Et puis, par exemple, regarder celui de Quarkus. Et là, par exemple, là, j'ai 20 réplicas dans ce déploiement config. Donc, en fait, j'ai 20 pods Quarkus backend dans ce truc.
Ce que j'ai fait aussi, c'est que là, c'est vraiment pour vous montrer que je suis pas juste sur ma machine, mais je suis aussi, je peux aussi me connecter à un cluster distant et par exemple déployer mes Helm charts ou ce genre de choses. Là, je l'ai fait avec OC, donc je l'ai fait avant la démo parce que ça a pris quelques minutes avant la présentation parce que ça m'a pris quelques minutes, mais j'avais fait un deploy app Quarkus Native et qui donc va lancer ce script avec des commandes OC. J'ai aussi fait des petites commandes parce que je me souviens pas trop des commandes pour, par exemple, faire pour scaler le backend Quarkus. Donc, si je le lance, là, je vais mettre le nombre de réplicas que je veux et je vais lui mettre, par exemple, 30. Allez, hop. Si je rafraîchis, normalement, il doit me mettre 30 comme prévu. Et puis, dans la vue topologie, il m'a également mis à 30. Je peux le relancer. Hein. Je vais le mettre à 40. 40. Et puis, dans la vue topologie, voilà, il scale à 40. Alors, est-ce que donc je pense que j'ai à peu près fini avec ma démo. Ça donne déjà une petite idée de ce que fait Che. Donc je vais juste repasser sur les slides, sauf s'il y a des questions. Donc n'hésitez pas donc à poser des questions en live ou si vous voulez que je vous montre quelque chose. Donc pas trop de questions. Alors, donc là, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais dérouler. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que parmi ce que fait Che, il y avait deux aspects. Donc l'aspect, les fonctionnalités de Che pour coder des applications cloud natives, et l'aspect, donc ce sera la partie d'après, fonctionnalités de Che que vous n'allez pas trouver dans d'autres IDE traditionnels et qui utilisent le Kubernetes pour vous fournir d'autres fonctionnalités. Donc là, je vais commencer par vous montrer quelques fonctionnalités qui sont cool pour coder et vous montrer pourquoi en fait Che, c'est vraiment le bon outil pour coder vos applications cloud native. Et la première chose, c'est que je vais dire, c'est CI et production ready. CI/CD et production ready. Pourquoi souvent, dans votre CI, par exemple, donc je vais commencer par la CI, vous avez vos jobs Jenkins qui tournent. Mais votre environnement sur Jenkins est sûrement très différent de ce que vous avez localement dans vos machines. Là, le truc, c'est que dans Che, vu qu'on se base sur des conteneurs et que probablement vous avez également envie que votre CI se base également sur des conteneurs, vous allez pouvoir utiliser exactement les mêmes conteneurs pour votre build. Et donc là, c'est un exemple. Dans le DeFi de tout à l'heure, j'avais défini donc deux conteneurs, un conteneur de build et aussi un conteneur pour faire tourner l'application de production. Et je peux avoir en fait une image qui va être buildée par ma CI qui est exactement la même chose avec un conteneur de build et le même conteneur pour la prod. Donc, et du coup, vous allez pouvoir tester votre CI avant même d'avoir pushé sur Git, dans votre repo Git, et donc gagner du temps.
Et la deuxième chose, c'est que vous allez également pouvoir exécuter votre environnement de prod comme en prod, parce qu'on va pouvoir utiliser exactement les mêmes conteneurs. Et comme ça tourne sur, donc Eclipse tourne sur du Kubernetes ou OpenShift, vous allez donc être très très proche de la prod, vu que vous allez faire tourner votre workspace dans un environnement de prod. OK. Alors, j'ai quelques petites vidéos. J'espère que ça va marcher pour vous illustrer ça. Donc, c'est les fameuses vidéos de chez Joy que je vous ai montrées. Donc, là, c'est une petite vidéo qui montre que dans mon dev file, j'ai défini ma base de données MySQL et que du coup, avec la version en production, et que du coup, j'avais exactement la même version de MySQL que j'ai en prod, mais dans mon environnement de développement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez sympa parce que je sais pas vous, mais moi, il y a quelques années, on se partageait des environnements de base de données avec les autres développeurs. Donc, on avait en fait des environnements de dev, des environnements de test, des environnements de production, de pré-prod, ce genre de choses, pour les bases de données qu'on se partageait, et c'était juste infernal, car en plus, les environnements de dev n'étaient pas forcément à l'identique de la prod. Donc c'était et pour moi, Che résout ce problème, car finalement, il va pouvoir déployer dans votre environnement de développement à peu près euh, les mêmes conteneurs, on va dire, que ce que vous allez avoir en prod. Alors, je vais juste passer sur les vidéos vite fait. Alors là, c'est à peu près la même chose avec la base de données Mongo. D'ailleurs, je peux très bien, je vais la jouer en live celle-là, car dans la base, car je peux accéder à la base Mongo également en y accédant directement au contenant. Donc j'ai une petite action new terminal et je peux faire par exemple MongoDB. Non, c'est Mongo, je crois. Ah, Mongo. MongoDB deux points slash at localhost. Alors j'aurais pu le mettre dans une action hein, aussi également. Et puis use sample db et puis db.get collection post. Je crois que c'est fine. Et donc là, vous avez je sais pas si ça se voit. Voilà, vous avez l'item de tout à l'heure. Donc on est vraiment sur la même base de données. Et puis vous pouvez faire toutes les manipes. J'ai également commencé à tester le plugin VS Code pour MongoDB, mais il est encore en mode preview. En tout cas, l'extension VS Code de MongoDB. Oui. D'autres petites vidéos. Ah ouais, voilà. Voilà, c'est typiquement l'exemple avec l'extension VS Code de MongoDB. Oui, alors j'avance un peu. Ah. Donc là, on rajoute une donnée dans la base de données là, et puis ensuite on a l'extension VS Code MongoDB avec on peut afficher des éléments. Ok, quoi d'autre donc celui-là.
ce que alors ah oui, alors celui-là c'est assez sympa parce que euh, euh, en gros ce que je montre là dans cette vidéo c'est que je peux avoir des environnements qui sont très différents pour le bid et pour le runtime. Donc là, par exemple, je fais une compilation native de Quarkus, donc qui nécessite GraalVM et Java et Maven, alors qu'en fait, finalement, en prod, ben, on n'a pas forcément besoin de Java Maven, car l'application Quarkus, elle n'a pas besoin de toutes ces dépendances. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vidéo sympa? Ah, j'ai oublié de corriger le bouton delete. Bon, on fera ça plus tard. Je vais passer à l'étape, à l'item suivant, s'il n'y a pas de questions. Donc, dans Tché, vous pouvez également importer vos déploiements de config Kubernetes dans le dev file directement, ce qui fait que vous allez avoir à peu près exactement les mêmes éléments que vous avez en production. J'ai pas de démo pour ça, mais en gros, il suffit de référencer, d'avoir un composant de type Kubernetes et soit d'inliner le YAML ou bien de faire référence au YAML dans le dev file. Donc là, je vous ai un peu montré pourquoi c'était mieux de coder des applications cloud natives dans Tché, parce que Tché tourne déjà dans Kubernetes et du coup, c'était beaucoup plus simple. Donc, et là, je veux montrer ce qu'apporte Kubernetes et ce qui fait que Tché a des features que vous n'allez pas trouver dans des IDE traditionnels. Tout d'abord, on va commencer par les extensions VS Code. Alors, vous avez peut-être vu tout à l'heure que je parlais d'extensions VS Code. Mais alors, ok, c'est bien, mais pourquoi pas juste utiliser VS Code, dit Sébastien Blanc, mon collègue. Bah oui, bah, en fait, c'est pas exactement des extensions VS Code qu'on a dans Tché. Un plugin Tché, en fait, c'est la combinaison, la composition de deux choses, une ou plusieurs extensions VS Code, et aussi un sidecar container qui va hoster l'extension VS Code et qui va avoir toutes ces dépendances. Par exemple, si on prend l'extension VS Code de Java, que j'ai mis là, alors attention, c'est une vieille version. Ici, on a donc les extensions VS Code qu'on va référencer, qui va télécharger, que Tché va télécharger, et également ici, conteneur image, qui va définir donc le conteneur qui va hoster ces extensions et qui vont contenir toutes les dépendances. Donc, par exemple, ce conteneur, il contient la bonne version Java 8. Donc là, c'est l'extension Java, mais pour Java 8. Il va contenir Java 8, il va contenir Maven et toutes les dépendances dont il aura besoin pour faire tourner l'extension. Et du coup, vous, en tant qu'utilisateur, vous n'allez pas avoir à installer les dépendances qui sont nécessaires. Elles vont venir directement avec le plugin. Donc là, j'ai une petite démo encore. Alors ça, c'est une petite extension que j'ai développée rapidement pour tester.
Alors non, c'est pas cette démo-là. Ah, c'est ça là. Donc c'est une petite extension que j'ai développée pour supporter le langage Vala. Et donc j'ai rapidement utilisé des conteneurs qui existaient, utilisé l'URL de l'extension VS Code. Et ensuite, j'ai défini tout ça dans mon dev file et j'ai lancé le dev file dans Che. Ça m'a généré le workspace avec le support de Vala nativement. Et ce dev file, vous allez pouvoir le partager et vos amis vont pouvoir le réutiliser. Enfin, régénérer, cloner le workspace à l'identique. On fait pareil pour l'extension Quarkus. Si vous allez dans la page d'accueil de Che, il y a plein d'exemples. Il y a un exemple qui est l'extension Quarkus où on va embarquer donc le Quarkus, l'extension Quarkus, mais également toutes les dépendances pour faire tourner Quarkus. Et donc, vous allez pouvoir donc bénéficier de l'extension Quarkus sans avoir à installer ou à configurer les dépendances, etc., etc. Ok, je passe à la suite. Hop. Ouais, c'est ça. Alors, donc, là, c'était la partie VS Code. Donc, il faut savoir que nous, Che ne fait pas tourner VS Code par défaut. Donc, on utilise un projet qui s'appelle TIA. Et c'est ça qui permet et c'est dans ce projet-là où on a implémenté de la couche de compatibilité avec VS Code. Ce qui fait qu'on est compatible. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de cool? Alors, le deuxième aspect qui est cool, c'est le côté dev file que je vous ai montré tout à l'heure. Et le fait qu'on se base sur la technologie de conteneurs pour générer tous nos environnements. Et je sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais moi, il y a quelques années, je me suis mis à scripter tout dans des Docker files. Parce que soit je changeais de machine ou je changeais de distribution, j'avais pas forcément tous les outils qu'il me fallait, toutes les dépendances ou les bonnes dépendances qu'il me fallait dans mon OS pour faire telle ou telle action. Par exemple, il y a quelques années, j'avais besoin d'utiliser FFmpeg pour découper une vidéo par chapitre. Et puis, finalement, en fait, sur mon OS, j'avais pas la bonne version de FFmpeg. Et j'ai utilisé Docker pour donc utiliser FFmpeg et la bonne version pour exécuter ma commande, découper en chapitres, et ensuite, une fois que j'avais fini mon action, j'avais plus besoin du conteneur, donc il est parti à mon nettoyage suivant. Donc j'ai pu le supprimer, le conteneur, une fois que j'avais utilisé. Et je fais pareil, par exemple, pour cette technologie, j'utilise ça pour merger des PDF, et j'ai juste du coup à lancer Docker Run, ce genre de choses, avec les bons paramètres pour faire le merge de PDF sur n'importe quelle machine, du coup, finalement. Mais il y a quand même des trucs intéressants dans cette manière de faire. Et puis, j'avais assisté à un talk il y a très longtemps de David Gajoux où il montrait comment il lançait l'IDE Eclipse classique Java dans un conteneur. Et du coup, qui pouvait partager ça, etc. Et en fait, c'est ce qu'on veut faire avec Che. Ce qu'on essaie de faire avec Che, c'est justement partir d'un fichier et pouvoir générer à la demande des environnements
pour pouvoir coder directement et avec tout ce qu'il faut configurer pour le projet. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Che, en se basant sur pas que sur Docker ou pas que avec Docker, parce que du coup, si vous prenez OpenShift, ce sera du CRI-O, mais avec donc Kubernetes ou OpenShift. Donc sachant qu'OpenShift est basé sur Kubernetes. Et donc on a travaillé sur ce truc qui s'appelle le dev file et un nouveau concept qu'on peut appeler le developer environment as code. Donc c'est comme infrastructure as code, mais c'est developer environment as code, où l'idée c'est qu'à partir d'un fichier, le dev file, vous allez pouvoir générer l'environnement de développement pour votre projet. Donc c'est le deck. Ah, j'ai une vidéo pour le deck. Ah, cette vidéo elle est sympa parce que avec le deck, je montre que je peux lancer plein de conteneurs pour tester toutes les versions de Java. Et donc dans cette vidéo, je montre que je peux du coup travailler sur le même projet, mais avec des versions de Java différentes, soit pour tester ou pour vérifier que ça marche bien ou ce genre de choses. Là, c'était juste pour la démo. Donc ça va jusqu'à 14. Hein. Non, jusqu'à 15. Il y a aussi la preview de Java 15. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de trucs sympas? Ah, NPM. Bah oui, parce que moi je suis pas un développeur Java, donc un développeur Node.js, et je sais jamais comment builder un projet JavaScript. Et si quelqu'un pouvait me préconfigurer dans un dev file, ben c'est top. Et du coup là, on a juste préconfiguré la commande de build et générer les bonnes commandes pour compiler l'application et ensuite le lancer. Donc ça, c'est super cool. Et puis du coup, coder rapidement, sans perdre de temps. npm install. Ok, je vais continuer du coup, s'il n'y a pas de questions. Donc, toujours, voilà, là je vais vous énumérer un peu des avantages au niveau use case, mais ça sera toujours basé sur la même chose. Le fait qu'on est basé sur des conteneurs et qu'on utilise les DFI pour le faire. Et une chose, c'est que j'ai tout sur GitHub et je n'ai rien sur ma machine. Alors, là, si je lance MVN version, là ça va marcher parce que j'ai fini par l'installer pour faire un test que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc c'est mais en gros l'idée c'est de dire voilà, j'ai pas de Maven installé sur ma machine, mais je peux quand même lancer la compilation native de Quarkus. Donc en lançant le bon dev file avec les bons conteneurs et la bonne commande pour lancer la compilation native de Quarkus. Et ça, c'est super cool parce que j'avais vraiment pas envie d'installer GraalVM sur ma machine. J'ai fini par installer Maven, mais bon, c'était juste pour tester. Alors, je vais vous montrer le test d'après. Alors, task switching, oui, parce que finalement, grâce au conteneur et à Che, donc si je reviens sur Che. Alors oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, c'était pas exactement Che, c'était cette version que j'utilise, c'est Code Ready Workspaces, qui est la version productisée de Red Hat de Eclipse Che. Il faut savoir que là, j'utilise cette version-là parce que
Hier soir, j'ai voulu tester la version nightly de Che et j'ai tout cassé. Et donc, je me suis rabattu sur une version un peu plus stable, plus maintenue, plus carrée, plutôt que ma version de dev. Et donc, c'est Code Ready Workspaces. Vous allez retrouver exactement les mêmes features que vous avez dans Che. La grosse différence, c'est que toutes les stacks sont maintenues par Red Hat. Vous avez du support si vous êtes client Red Hat, et tout le support est inclus dans l'offre OpenShift. Donc, si vous êtes client Red Hat et que vous utilisez OpenShift, il faut savoir que vous avez donc Code Ready Workspaces, qui est donc inclus dans tout ça. Donc ça, c'était la petite pub Red Hat. Et donc, oui, ma démo, voilà. Donc, je peux, en fait, facilement créer plein de workspaces et puis switcher d'une tâche à une autre en cliquant là. Alors là, je ne vais pas le faire parce que ça va me relancer un autre. Ou bien travailler sur des tâches complètement différentes et revenir après. Donc, c'est assez pratique quand, par exemple, vous travaillez sur une tâche, vous avez créé la pull request et puis ensuite, vous avez une revue de code à faire. Vous allez pouvoir générer donc l'environnement juste pour la revue de code. D'ailleurs, c'est le sujet de ce tweet. Enfin, de cette vidéo. Voilà. Donc, où là, je montre différents projets. Donc, un projet, donc le projet, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, où je vais faire une pull request. Et également travailler sur d'autres branches de ce même projet-là. Où j'ai déjà des modifs en cours, ou bien switcher sur un projet complètement différent avec du .NET. Donc voilà, donc ça c'est un exemple et c'est super pratique. Moi, grâce à Che, je ne m'embête plus avec les guides stash et tout, et avec les problèmes des targets. Alors, si vous faites du Java, vous vous rendrez compte que vous faites un event qui installe dans d'une branche, et du coup, vous n'avez pas forcément les mêmes fichiers classes qui sont générés ou les jars qui sont générés dans votre dossier target. Et à moins de faire un clean et tout recommencer, ce qui peut aussi vous prendre du temps, vous pouvez perdre beaucoup de temps avec ça. Là, ça permet vraiment de passer d'un workspace à un autre de manière complètement isolée. Alors, il me reste 10 minutes, je crois. Pour les équipes, vous avez le Dev File Registry. Alors, le Dev File Registry, qu'est-ce que c'est? C'est un petit serveur Apache, je crois, enfin un petit serveur web en tout cas, qui va juste vous lister les dev files que vous allez proposer à vos utilisateurs. Donc là, par défaut, nous, on vient avec un dev file registry qui contient des exemples que vous utilisez avec Che, donc avec des exemples sur Go, sur PHP, Quarkus ou autre chose. Mais cette page-là, donc je vais remettre au départ, voilà. Cette page-là, elle est complètement customisable. D'ailleurs, je peux même vous la montrer ici. C'est dans Get Started. Donc, c'est cette page-là. Et cette page-là, vous pouvez la customiser et mettre vos dev files à vous. Et il se trouve que, par exemple, dans Code Ready Workspaces, on n'a pas exactement les mêmes dev files que dans Che. Donc, c'est un peu différent. Ce sont des versions supportées par Red Hat. OK. Et puis, qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Oui, toujours le dev file registry pour faire du PHP. Alors, en tout cas, pour moi, c'est très utile, notamment pour les équipes de maintenance, où ils ont plein de projets pour des clients différents, et donc ils vont devoir jongler d'un projet à un autre. Et donc pouvoir générer à la demande et d'avoir des dev files qui sont prédéfinis pour chaque projet, c'est super utile, et notamment le côté isolé et
et donc je travaille sur une tâche et je peux switcher d'une tâche à l'autre. OK. Learn new technology. Ah ouais, alors ça, c'est ce que j'ai commencé hier. Donc, il y a un tweet qui va arriver à midi pile. Je l'ai programmé. Où en gros, j'ai commencé en fait un cours sur Node.js. Et dans le cours, en fait, il vous demande d'installer MongoDB, Node, machin, VS Code et tout. Et moi, j'ai fait un dev file avec un petit lien. Ah, est-ce que ouais, avec un petit lien pour lancer le dev file et qui permet de coder directement et de faire le cours en ligne. Et ça marche plutôt bien. Là, c'est un autre exemple où je lance la démo un des cours de José Pomar, si vous connaissez. Donc, c'est un Java champion et un bon camarade du Paris Jug. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai fait un dev file pour pouvoir tester les records en Java. Et donc, avec un conteneur OpenJDK 15. Et donc, je vais juste avancer et je vais pouvoir donc coder les records et puis faire son cours en utilisant Enable Preview de Java 15. Suivant, Reliable. Alors ça, c'est un collègue, donc Emmanuel, qui m'a dit « Ah ouais, non mais moi, faire du cloud sur ma machine, c'est pas possible parce que ça va me télécharger tout Internet et j'ai une connexion pas terrible. » J'allais dire en fait, finalement, c'est peut-être la bonne option. Hein. Vous avez tout qui est dans le cloud. Et vous allez pouvoir donc bénéficier de l'infrastructure de votre cloud provider. Donc, par exemple, là, dans cet exemple, je vous montre une compilation Quarkus que je fais sur ma machine qui prend beaucoup de temps. Parce qu'en fait, j'utilise ma connexion Wi-Fi qui est pas terrible. Par contre, quand je suis sur Che, j'ai juste le navigateur qui se connecte dans le cloud et je peux juste du coup lancer le build et ça va être super rapide parce que là je suis sur AWS et la connexion était et j'avais vraiment une bonne connexion sur AWS. Et là, vous avez vu que là, en fait, le build a fini alors que sur ma machine, il continuait encore à télécharger. Donc ça, c'est plutôt cool. Que ce soit pour télécharger des conteneurs ou pour télécharger tout Maven, c'est assez sympa. Et puis, j'ai pas de démo pour ça, mais comme je vous l'ai dit, que ce soit pour accueillir des nouveaux recrutés, des nouveaux collègues, ou bien pour si jamais vous changez de machine, ou bien si vous êtes dans des équipes où vous allez changer de projet, c'est vraiment un outil qui est super cool. Moi, j'utilise tous les jours et en fait, je peux plus m'en passer avec toutes ces fonctionnalités qu'apporte finalement le Developer Environment as Code, et donc de pouvoir tout générer à la demande pour bosser. Alors, je vais terminer sur l'installation. Alors, je vais passer ça. Ah oui, alors donc pour l'installation, si vous voulez tester Che, il y a plusieurs possibilités. La première, si vous voulez juste tester rapidement, c'est che.openshift.io. C'est un environnement qui est pas mal pour tester.
Mais par contre, vous allez, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à créer un compte chez Red Hat. Mais sinon, c'est complètement gratuit. Mais par contre, vous allez être limité au niveau des quotas, parce que forcément, c'est gratuit. On ne peut pas non plus vous laisser trop de mémoire sur des volumes ou bien en RAM. Mais ça permet déjà de tester des petits trucs et de vérifier que ça marche bien. C'est cool. Sinon, si vous avez OpenShift 4, vous pouvez juste aller sur l'opérateur Hub et l'installer, c'est super facile. Du coup, l'opérateur Hub, c'est un peu comme un marketplace. Et vous allez pouvoir l'installer facilement. Et puis, vous avez des cloud providers où on a décrit l'installation de Che. Donc, ça va utiliser soit l'opérateur Che, soit le Helmchart. Mais tout est décrit dans la doc pour installer sur AWS, GCP, Azure, IBM, Cloud, etc. OK. Et puis enfin, si vous voulez juste le tester localement, il y a toujours la possibilité de le tester sur Minishift, Minikube ou Code Ready Container ou d'autres. Alors ceux-là, ce sont les trois qu'on a testés, qu'on teste régulièrement, mais je crois que j'ai des collègues qui l'ont aussi testé sur d'autres Minikube, enfin Cube native. Alors voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que ça vous a plu. Et puis, alors surtout, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Twitter ou autre, si vous avez des questions, et de suivre le hashtag Chejoy. Il y a des vidéos tous les jours. Et puis, me faire un petit retour sur ce talk et sur Che. Nous, on est complètement open source, on est super ouvert, et puis on adore, et puis on a envie de partager tout ça. Voilà, merci beaucoup.